Well, welcome everyone. I think we're going to get started. So, on va faire la conférence dans un mix un peu d'anglais-français pour justement notre invité aujourd'hui qui ne parle pas tout à fait bien français, mais donc du coup on va poser les questions en anglais et les intervenants répondront dans la langue dans laquelle ils se sentent le plus à l'aise sur les sujets qu'on va aborder aujourd'hui. Voilà. So, without further ado, I think we're going to get started, and I will just tell a little bit more about our guest today. Donc aujourd'hui, on va recevoir Carl Magnus Norden de la société Volta Trucks. Donc Carl Magnus, il est fondateur et chairman de Volta Trucks, qui est une compagnie anglo-suédoise qui en fait bâtit un camion électrique dont il vous en dira un peu plus et qui a 30 ans d'expérience dans l'entrepreneuriat et qui a développé beaucoup de projets autour de ça. Ensuite, on va avoir Clément Chandon, donc de Iveco, qui est chargé de produits pour Iveco France depuis 2021 et qui a travaillé pas mal d'années au sein d'Iveco et qui aujourd'hui travaille beaucoup sur les sujets des énergies alternatives. Il vous en dira un peu plus. On va avoir aussi Eric Rondon, qui est de Provideris, qui est en fait un groupe qui offre des solutions innovantes liées aux stations toute énergie. Donc pareil, qui va développer un peu plus là-dessus. Donc station multi-énergie pour transport de marchandises et de voyageurs. Et enfin, Thomas Mathieu, de la société Carrefour, et qui est responsable RSE chez Carrefour, Supply Chain, et qui depuis 10 ans œuvre à développer les solutions alternatives au diesel pour le transport de marchandises chez Carrefour. Voilà. Donc, première question pour nos intervenants aujourd'hui. Aujourd'hui, le transport, ça représente dans le monde 25% des émissions de gaz à effet de serre. Donc, c'est la cause principale des émissions aujourd'hui, sachant que là, c'est transport de marchandises et de voyageurs. Le fret, ça représente à peu près 13% de tout ça. L'Union européenne a mis déjà un petit peu les objectifs en tête. Moins 55% d'émissions d'ici à 2030 par rapport aux émissions de 1990 et atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. C'est le Green Deal. En France, l'enjeu est de taille parce que 90% finalement du transport est fait en camion et 98% des camions aujourd'hui roulent au diesel. Donc une question pour tous les intervenants, a question for all the people, all the guests here. Quel sera le mix énergétique pour le transport terrestre dans les prochaines décennies? What will be the energy mix for land transportation in the coming decades? Quel sera votre rôle à chacun dans ces enjeux? What will be your role? Et est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu plus quelle est votre spécificité, quelle va être votre valeur ajoutée finalement dans ce travail? What will be your specificities in these actions? So maybe you want to start, Carl? Sure. Happy to start. Do you hear me well? So, as you said, Carl Magnus Norden. I'm actually Swedish national, and I recently moved to Paris because this is a very interesting market for us in France. I hear your question is really where are we going long term or over the next decades, and that's very interesting. But for us, honestly, the most important is really what can we do short term, because the problem with global warming and so on is not a problem in 20, 30 years time. It's now. So from the beginning, we started this company 3 years ago. 6 years ago, really, has been how can we come to the market as quickly as possible and make an impact as quickly as possible. So, and that's why we have concentrated on electrification. So all our vehicles are electric based, because that is available. Some alternatives are not available in the market. It will take time to develop infrastructure and so on. So short term, I think we see what, as you said, is probably 90, 95 plus. That is diesel at the moment, and just any percent of that has an impact if we can reduce that. So that's the short term. Long term, if we talk about 10 years, 20 years from now,
I think still it will be a mix. For the long haul, there will be maybe hydrogen has a possibility. I don't know very much, but I think still it will be, in 10 years' time, I think there will be diesel part of it. Can you speak closer to the mic? Yeah, sure. Better? Right. So anyway, so for the long term, I think in 10 years' time, in my view, diesel will play a role. But if we look at what we are concentrating on, which is city distribution and in cities, personally, I think electric will be the thing. And then some sort of intermediaries, maybe. Hydrogen might have a place. I don't know enough. It's necessary. Supply is an issue, distribution is an issue, etc. That has to be solved. So maybe I stop there. Oui, on peut le faire dans l'ordre. Donc bonjour tout le monde. Donc je suis Eric Ronco. Alors nous je suis le fondateur de Proveridis et depuis 10 ans, de toute façon, notre objectif c'était de faire des stations multi-énergie qui recouvrent pour nous les 3 carburants qui ont un avenir. Donc à court terme, à très court terme, c'était le gaz naturel pour véhicules avec sa version biométhane. Qui elle a une réalité, même si aujourd'hui les prix du gaz se sont enflammés suite à la crise qu'on connaît, mais qui redescendront. Derrière, une très forte demande maintenant pour nous, c'est l'électrique, où on commence à charger sur nos stations. Donc nous, on est les seules stations-service, enfin pour poids lourds, en France qui ont des îlots pour recharger en ultra rapide les véhicules électriques, les poids lourds. Et on a déjà donc des cas, puisqu'il y a les Renault qui sont disponibles. Et l'hydrogène, donc on l'a aussi sur nos stations, mais c'est clairement sur le plus long terme, probablement peut-être pour étendre la capacité de l'autonomie des véhicules. Mais si je résume, aujourd'hui quand même on a le gaz naturel avec le biométhane pour la moyenne distance et le très lourd, qui n'a pas du tout besoin de répondre aux enjeux urbains, de logistique urbaine, qui sont bien supérieurs. On va dire que sur une autoroute, déjà réduire les émissions locales, c'est déjà très important, et le biométhane est largement capable de le faire, surtout qu'au niveau du CO2, le biométhane il est quasi neutre aussi. Alors que la logistique urbaine, qui est donc la courte distance, elle, je pense qu'à terme, elle sera zéro émission, zéro bruit. Je pense que les villes vont énormément évoluer vers ça. Je pense qu'elles vont imposer rapidement le critère zéro. Donc, attaquer les villes se fera avec de l'électrique. Et donc ça, c'est notre vision. Et c'est là, nous, on se positionne fortement. Et on voit qu'il y a un très fort mouvement dans la logistique urbaine vers les véhicules électriques, qui ne sont pas tous disponibles aujourd'hui. La technologie, elle n'a pas encore atteint toute sa maturité, contrairement au gaz naturel d'ailleurs. Donc pour nous, voilà, c'est assez évident, c'est qu'à court terme, il y a un remplacement petit à petit à travers le gaz naturel des très lourds, et à court moyen terme, il va commencer à y avoir un remplacement au niveau des moyens lourds, on va dire du 3,5 tonnes jusqu'aux 19 tonnes en élec. Ça, c'est notre vision. Et bonjour. Alors, je vais vous dire déjà quelques mots sur Iveco. Donc, je vais commencer par les spécificités. 4 spécificités. La première, c'est que nous sommes constructeurs national. Et ici, c'est notre siège où nous avons notre bureau d'études et nos centres d'essai pour les cars et les bus. Et on est à l'intérieur de ce qui était l'usine Berlier. La deuxième, c'est qu'on est généraliste. En transport de marchandises, on fait tous les tonnages de 3,5 tonnes jusqu'au transport exceptionnel, jusqu'à 180 tonnes. La troisième, c'est qu'on est le leader français et européen des véhicules non diesel. Un utilitaire sur 4 immatriculé l'an dernier en France en non diesel est un Iveco, et plus d'un poids lourd sur 2. Et c'est les chiffres encore plus importants pour les cars et bus. Et la dernière, c'est qu'on on fait l'effort de ne pas choisir et de développer toutes les énergies alternatives, ou presque, en même temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a toute notre gamme qui existe en GNC et GNL, avec 20% de biométhane utilisé au niveau européen et 20% en France. Et on pense que ça sera 100% de biométhane d'ici 2030-2033 au plus tard.
On développe des véhicules électriques. On est déjà leader en bus et on aura les utilitaires à partir de la fin de cette année. Et les tracteurs électriques à batterie, deuxième semestre de l'année prochaine, jusqu'à 500 km d'autonomie. Et on développe également les versions hydrogène, qui arriveront une année plus tard, avec jusqu'à 800 km d'autonomie. Et ça sera pour la fin 2024. Alors, est-ce qu'on peut faire les objectifs de l'Europe de faire moins 55% en 2030? Ça sera très difficile, mais c'est techniquement possible avec les offres de produits existantes. Par contre, ça va demander des investissements extrêmement forts, extrêmement soutenus en véhicules et en moyens de recharge. Quel sera le mix? Nous, on pense qu'il faut d'abord se baser sur ce qui fonctionne aujourd'hui. Aujourd'hui, par exemple, 2021, pour Iveco, c'est plus de 16 000 commandes de véhicules GNV rien qu'en transport de marchandises. Et c'est 94% des immatriculations non diesel en France, entre Iveco et bien sûr et nos confrères concurrents. Ensuite, donc ça c'est le socle, et ce socle au niveau européen peut représenter 25 à 30% du non diesel. Pour la France, c'est déjà un poids lourd sur deux commandé l'an dernier. Donc on est très en avance dans cette transition. Et le complément viendra de l'électrique et de l'hydrogène, et également des biodiesels avancés, qui sont des solutions aussi très performantes en termes de bilan carbone, notamment quand on les produit à partir de déchets. Et donc si on arrive à développer tout cela, et on aura besoin de support, parce qu'avant on avait une solution qui était à la fois propre et économique, qui était le GNV. Aujourd'hui, elle n'est plus économique par rapport au diesel, alors ça sera momentané, mais ça veut dire qu'aujourd'hui on n'a aucune solution à iso-coût. Et ça c'est assez nouveau. Et donc il va falloir qu'on apprenne ensemble avec les chargeurs à faire une transition écologique qui malheureusement va coûter plus cher que la solution que l'on connaît aujourd'hui, qui est la solution gasoil. Et on aura certainement besoin aussi de l'aide de l'État, notamment pour les solutions électriques et les solutions hydrogène, qui, si elles sont efficaces, aujourd'hui ont quand même des coûts assez élevés. Donc aujourd'hui, il y a des aides, mais il faudra voir ce qui se passe dans la durée. Mais bonjour à toutes et à tous, donc Thomas Mathieu de Carrefour, donc vous l'avez dressé dans votre constat, hein, on tend à la neutralité carbone. Nous on s'est engagé à sortir du diesel à partir de 2030 pour l'ensemble des livraisons de nos magasins Carrefour. Aujourd'hui, un tiers est hors diesel avec une flotte de 650 camions biométhane. Voilà, donc l'enjeu, vous l'avez dit, hein, c'est concilier l'environnement et l'économique pour pouvoir avoir des modèles viables, ce qui est le cas aujourd'hui, en tout cas qu'il l'était avant ces derniers mois pour le biométhane. Et après, voilà, je suis d'accord avec M. Ronco, qu'on va accélérer cette exigence dans les centres urbains sur du critère zéro. Et là, forcément, l'électrique et l'hydrogène sont encore plus vertueux que le biométhane, donc auront toute leur place. Et à ce titre-là, on devrait faire un test avec Volta d'ici fin d'année sur Paris. Et on est engagé aussi sur des démonstrateurs hydrogène. Donc voilà. On sait que 2030, c'est loin, mais ça arrive vite. Les choix doivent se faire et se construire dès maintenant. Et aujourd'hui, on a quand même, comme le disait Clément, des solutions qui sont techniquement disponibles pour pouvoir y arriver. Alors, juste pour rebondir sur ça, on a souvent l'impression que c'est aux transporteurs de porter toute la responsabilité finalement de cette transition, et notamment sur les véhicules. Est-ce que, là je prends aussi un peu ma casquette Fred 21 pour vous demander ça, mais quel est à votre avis le rôle des chargeurs, le rôle des entreprises dans finalement cette transition, et comment est-ce que ces chargeurs finalement poussent le secteur à tendre vers une décarbonisation à travers justement le changement de mode de transport? Alors en effet, oui, vous l'avez dit, hein, les chargeurs, en tout cas les donneurs d'ordre, ont un rôle important. Dans notre cas, parce que forcément, on livre plus d'un magasin sur deux qui est en centre urbain, donc voilà, on n'a pas le choix de livrer propre et silencieux. On a engagé, pour prendre l'exemple du biométhane, il y a presque 10 ans, hein, et on a choisi de le déployer en 2015, et forcément, on a accompagné nos transporteurs en leur proposant notre stratégie de déploiement biométhane, et on a réuni l'ensemble des partenaires qui étaient les constructeurs, les gaziers, pour pouvoir avoir un modèle qui soit viable. Et puis on a groupé, on va dire, les commandes, groupé les engagements. On s'est engagé sur des volumes de consommation de gaz pour le compte de nos transporteurs, et c'est ce qui a fait que ça marche.
et que, je dirais, par ricochet, les transporteurs ont pu proposer ces solutions à d'autres chargeurs, d'autres clients, et qui finalement, c'est bénéfique pour l'ensemble de la profession et de la distribution au sens large ou des grands donneurs d'ordre. Merci. And I had a question for you, Carl. I was wondering, it was my understanding that you are developing a truck which is designed mostly for cities. However, I see already a lot of trucks in cities already functioning. What is the difference about your innovation? What is the disruption you're bringing? Well, number one, as I said before, it's really for us pace, making an impact is one important thing, pace and scale. And the distribution in the cities, CO2 emissions and all that is very, very important, but it's a global problem. In cities, we have other problems. We have, pollution, we have noise pollution, we have NOx, we have particles, we have all these things. So that is a problem that actually the electric is mitigating. But there is also other very important problems, that accident rates between pedestrians and bikers, for example. In London, they have made studies. 4% of the traffic is trucks. They are involved in almost 78% of all fatal accidents with bikers, and 26% with pedestrians. So that's another dimension of the problem with distribution traffic or trucks as such. So, and also the industry, I don't know, Carrefour and so on, but there is a shortage of drivers in the industry. That's another problem. So what we have done, we have totally redesigned the truck. The classical diesel truck is logical, the way it's built, because the diesel engine is a big piece of metal, the gearbox is another big piece of metal. You push all that forward because you want to maximize the load space, which means that the driver is sitting high up. The high up position is creating the blind spots, which is part of the accident rates. The driver in distribution traffic often gets out maybe 15, 20, 25 times a day. They often jump down, so many drivers have problems with knees, hips, and joints. And that's part of the reason why there's a shortage of drivers. So our design, we started from electric drivetrain. The motor on the rear axle, E-axle as they call it, the batteries in between the ladder frame, gave us the opportunity to totally redesign the cab. So we have lowered the cab. It's more or less like entering a bus. We have positioned the driver in the center, which means that he or she can exit also not only on the street side, but also the pavement side. We maximize the glazing or trying to minimize the blind spots. Of course, we have cameras, we have sensors, we have all these things. But it's really, studies are saying it's direct eye contact between the driver and the pedestrian and the biker that reduces the accidents. So we have taken electrification one step further. To me, electrification of traffic in the cities is a given. Everybody should do it. I hope Iveco is coming as quickly as possible, and Renault and all the others. But really, to get to these other problems, they have to do what we're doing. Ok. D'ailleurs, je vous invite, je suis allé un peu voir pour préparer la conférence, ils ont beaucoup de photos du camion justement qu'ils sont en train de développer avec des belles images sur le site internet, si vous voulez les voir, c'est très intéressant. Genre, j'ai une question, alors peut-être pour Iveco et Providiris. Moi j'ai un peu le sentiment, au Mix Énergie, lors de ce salon, on parle beaucoup d'hydrogène, on parle beaucoup d'électrique. Moi un peu la question que je voudrais poser, est-ce qu'il y a quand même de la place pour les biocarburants et le biométhane, et qu'est-ce que vous constatez, que ce soit en termes de commandes des camions ou en termes de développement de stations, est-ce qu'il y a une demande aujourd'hui sur justement le biométhane et le biocarburant? Oui, bien sûr, il y a une demande, elle a été incroyablement forte d'ailleurs en 2021, ce qui fait que malgré la conjoncture défavorable en termes de prix de l'énergie, 2022 sera la plus grande année d'immatriculation de l'histoire des camions gaz. On a pris 2 fois plus de commandes en 2021 qu'en 2020.
Donc c'était vraiment très très élevé. Donc les camions, on va en voir de plus en plus. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres solutions, mais il faut reconnaître qu'il n'y a pas de solution qui soit parfaite partout. Dans nos commandes l'an dernier, on a multiplié par 4 les camions urbains. Donc vraiment le segment dans lequel Volta arrive avec sa solution. On aurait pu penser que l'électrique aurait pris plus de place. Mais une des raisons qui a fait que l'électrique n'a pas encore pris cette place, c'est que quand on a des acteurs importants qui peuvent avoir 50, 100, 150 véhicules sur un dépôt, électrifier un nombre très important de véhicules, ça a des coûts en fait importants et des délais importants. Et c'est un des problèmes que la France devra essayer de résoudre, c'est essayer de créer un mécanisme pour lequel l'accès à l'électricité soit au même prix pour tous. Parce que si on a de la réserve sur le réseau électrique ou pas, les frais de raccordement peuvent être extrêmement différents. Et ils sont aujourd'hui à la charge du transporteur. Ce qui fait qu'il n'y a pas d'égalité de traitement en fonction de là où on se place et en fonction si on est le premier ou le deuxième à demander de la capacité sur le réseau. Donc ça, c'est un des freins aujourd'hui qui existe à la mobilité électrique. Donc le GNV, ce qui fait que cette solution va continuer à se développer, en fait, c'est assez simple. La première, c'est qu'elle a un excellent bilan carbone en analyse de cycle de vie. Même en France, où on a une électricité, on a cette chance d'avoir une électricité très peu carbonée, une des meilleures d'Europe, avec la Suède notamment. Mais il y a assez peu de pays qui ont cette situation. L'Allemagne, c'est 9 fois la France en termes de grammes de CO2 par kilowattheure. Donc en France, on peut très bien décarboner avec l'électrique, beaucoup moins dans d'autres pays. Mais malgré tout, le biométhane est extrêmement bien placé en analyse de cycle de vie, c'est-à-dire les émissions de CO2 générées par le carburant, mais aussi par la production et le recyclage du véhicule. Et ensuite, c'est une énergie qu'on produit localement à partir de déchets, donc grâce à une économie circulaire. Et donc, on est vraiment dans une indépendance à la fois énergétique, technologique et industrielle, ce qu'on n'a pas encore avec les véhicules électriques. Et un des autres challenges du véhicule électrique, ça sera de produire des batteries en Europe et non pas, malheureusement, comme c'est le cas aujourd'hui, d'être lié énormément à la production chinoise. Oui, tu as presque tout dit. Hein. Mais moi, je pourrais juste rajouter ce qu'on constate. Là, on est en pleine accélération. Là, on déploie 7 stations cette année en plus. Et on est à peu près dans ce rythme. Et on a sur toutes nos stations une hausse constante de la montée en charge des véhicules. Même si effectivement, là, je pense qu'il y a un peu de... On voit des phénomènes liés au transport international qui tentent à revenir un peu au diesel parce qu'il y a des tarifs exorbitants, par exemple en Italie. Et donc, ils remettent un peu de diesel sur la route, mais bon, c'est vraiment conjoncturel. Non, le biométhane, il a quand même un avantage, le biométhane, le gaz naturel et surtout le GNL, il a un avantage non négligeable, c'est l'autonomie. Enfin, on arrive à faire 1400 km en GNL, ce qui est l'équivalent d'un diesel, ce qu'on n'arrivera jamais à faire ni en hydrogène ni en élec. Donc, ils ont quand même une place. Alors, après, on pourrait parler de biocarburants, mais quel est l'avenir des biocarburants je ne sais pas, mais en tout cas, le GNL répond à cette problématique du transport longue et moyenne distance et à des tarifs qu'on a connus il y a encore un an qui étaient bien inférieurs à celui du diesel avec une rentabilité de nos clients qui tournent bien. Au bout de 2 ans, ils ont atteint au moins leur coût diesel et après ça leur coûte moins cher plus tard. Donc c'était un vrai avantage économique, ça va leur redevenir dès que la crise va s'estomper. C'est la réponse. Il n'y en a pas d'autre. Je ne sais pas si tu en vois, mais pour ce créneau-là, il n'y en a pas. Hein. Je voulais dire un mot sur l'hydrogène, parce qu'effectivement, des fois, on entend des choses qui ne sont pas tout à fait vraies. Un camion diesel, on peut monter jusqu'à 1500 litres. Alors, c'est rare, hein, mais il y a des camions, notamment polonais, qui sont là pour faire de la longue distance partout en Europe. Ils dépassent les 4000 km d'autonomie. En France, on a plutôt des camions qui ont 500 litres. Donc avec nos 400 kg de GNL, on est à peu près dans le même ordre de grandeur. En hydrogène, quand j'ai rallongé mon véhicule, quand j'ai comprimé de l'hydrogène à 700 bars,
et que j'ai mis 5 réservoirs, demain il faudrait vraisemblablement 6, j'ai fait 800 km grand maximum d'autonomie. Donc voilà, on peut... le grand avantage de l'hydrogène par rapport à la batterie, c'est qu'en termes d'exploitation pour un transporteur, il se retrouve dans un monde connu. Par contre, en termes de... Donc ça va vite, alors que la batterie, c'est quand même... Avec les quantités de batterie qu'on va mettre sur nos véhicules, nous on démarre avec 753 kWh. Donc même avec un superchargeur de 350 kW de puissance, il faudra plus de 2 heures pour faire le plein. Donc je ne peux pas enchaîner des tours les uns à la suite des autres. Et ce ne sont pas non plus des véhicules au départ qui sont conçus pour charger très lourd. Donc l'hydrogène va m'amener 2 choses. Il va m'amener la capacité de charger presque autant de marchandises qu'un véhicule diesel ou gaz, 27 tonnes et demie, contre 28 tonnes et demie pour les véhicules thermiques, et de charger vite, c'est-à-dire de faire un plein en 20 minutes. Voilà. Cela étant dit, il reste des problèmes de coût, il reste des problèmes de réseau à créer, et donc ça va prendre du temps, et on va avoir besoin sans doute d'aide pour rendre cette solution compétitive par rapport notamment à la solution GNL, et de toute façon, on devra faire un plein par jour. Alors qu'en GNL, un des gros avantages, c'est qu'on fait un plein tous les 2 postes de conduite. Et ça, on n'a aucune autre technologie qui est capable de le faire, en tout cas pas l'électrique à batterie et pas l'hydrogène non plus. So, question for all. It was my understanding that to make electric vehicles or hydrogen vehicles, you need a lot of raw materials, rare materials sometimes, and you also need a lot of energy to fill all these trucks. How do you answer to the fact that the building of all these vehicles are going to need a lot of raw materials, a lot of energy? How can you be sure that we will have enough? And how do you think we will answer the question of I don't know if all the vehicles need electricity? How are we going to make this electricity? So I asked the question about availability and sovereignty of energy. Donc, en français, c'est bon ou... Okay. Donc, la question en français, c'est voilà, comment on va faire pour résoudre le problème de la disponibilité et la souveraineté de l'énergie et des matières premières nécessaires pour construire tous ces véhicules électriques et à hydrogène. Well, if I take a first cut, I think number one, if we look at the environmental impact of any product, it's obviously in the production. I mean, your components, what impact do they have? It is also the lifetime of the product. If you construct a truck today and it lasts 5 years, obviously it has much more impact than if it lasts 30 years. And to me, that's another benefit of electric, is that there aren't these thousands of explosions every moment, which means that in principle, and we're starting to see it with cars, they should be able to last longer. So that is an important part. Then if you go into the supply chain, obviously you have to look at each component, what environmental footprint does all the components have. Batteries have some, of course all the metal has some, etc., etc. What we are trying to do is really working with our suppliers and seeing how to minimize the footprint over time. But you have to balance this with the other thing. If, the tires are probably oil-based or something, it's not practical that we should go back and do them out of wood or something like that. We have to see what the end effect is. Right now, most of the battery technology is you dig something out of the ground and you do that. Is there a lot of research going forward of getting less dependent on the rare earth metals? Of course it is. Is there a lot of research of how to make them less environmental impact in the production? Of course it is. Batteries for transport, basically the market started only a couple of years ago. So I expect a lot of development on that side. Then you have people like a Swedish company called Northvolt. The energy is coming from basically from the river outside their plant.
And also, we work a little bit with a metal company in Sweden called Boliden. They are digging metals out of the ground, and that will continue for a number of years. If we look back at the steel industry, for example, almost that was what you did 30, 40, 50 years ago. Today is all recycled, more or less, and of course recycling of battery metals will be an important development in the future. So it's a chain of things that you have to look at each of them. When we construct our trucks, when we do it, we of course are trying to look, we should maximize the lifetime, but also how can we recycle the materials at the end of the process, and so on. So you have to look at full chain, and of course over time try to minimize the impact. Coming back to that there aren't many cells produced in Europe, I agree. We have a dependency of Asia. Is there people doing something about it? Of course it is, and this is something, to me the battery market is developing very, very quickly as the demand has really surged over the last few years. So that's some of the answers maybe. Thank you. I can speak about the energy side of it. So the energy for electricity is not that much compared to the electricity we actually use. We are more or less using 500 terawatt-hours per year, and even if I think 100% of the vehicle became electrical, I think it's like less than 100 terawatt-hours. So it's an increase. But at the same time, we have understood that we are going to try first to develop electricity from renewable energy. We've got the nuclear energy in France. We are lucky. France is a special country for that. And we are also trying to doing some economy on the tertiary. Ah oui, pardon. Pardon, excusez-moi. Donc en plus, on est surtout en train d'essayer d'économiser. Donc on va dire que la part de l'énergie va pas être, c'est pas le problème de produire l'électricité qui va être un problème, mais ça va être la puissance. C'est sûr que quand on parle de poids lourds, mais Clément l'avait dit, quand on parle de poids lourds, là nous on est en train de regarder pour déployer massivement dans certains dépôts de la recharge ultra rapide. Là, on parle d'installer 2, 3, 4, 5 mégawattheures de puissance, et surtout dans des sites qui sont périurbains. Donc, dans des endroits où finalement, c'est pas là où il y avait des usines, c'est pas forcément là où il y a la puissance disponible, et c'est surtout là où la puissance est déjà très utilisée. Donc, d'ailleurs, nous, on travaille sur une technologie là aujourd'hui d'optimisation énergétique avec des batteries sur site pour écrêter cette énergie. Ce qui coûte cher dans l'électricité, c'est la puissance. Elle est compliquée, elle n'est pas forcément disponible, elle n'est pas disponible tout le temps, elle va être plus disponible la nuit. L'électricité a un avantage en France. Le fait qu'on soit nucléaire, charger la nuit, ça répond à une grosse problématique que la France a toujours eue. C'était, on consomme surtout la journée et on consomme très peu la nuit. Alors que là, justement, c'est un grand changement l'électricité pour ça. Enfin, le véhicule électrique, c'est qu'on va charger, même les poids lourds, ils vont charger essentiellement la nuit. Donc permettre, on va dire, au nucléaire de continuer. De toute façon, le nucléaire, il continue à produire. C'est une production continue. Donc il va pouvoir consommer la nuit. C'est un vrai avantage. Et on va peut-être pouvoir accéder à des tarifs assez intéressants la nuit, justement pour ça. Ce qui est une évidence. Donc ce modèle est intéressant parce que cette puissance, et cette énergie, elle est produite la nuit, mais elle n'est pas consommée. Donc en fait, on va surtout consommer de l'énergie qui, dans tous les cas, n'était pas consommée. Donc l'énergie, c'est pas une problématique. Il y aura certainement une problématique de puissance, mais qui est réglable en ayant un peu d'intelligence et probablement en renforçant certains réseaux, mais Enedis est en train de travailler là-dessus, sur le renforcement de certains réseaux en périphérie urbaine. Je pense que l'électrique en périurbain est réglable, même pour la charge de poids lourd. Et il faut
se dire aussi, il n'y a pas que des poids lourds en électrique. La messe est dite sur le véhicule léger. Tous les véhicules légers seront électriques. Donc, mais je pense qu'en France, on a la chance, grâce au nucléaire, et d'ailleurs, avec ce qui arrive, mais ça c'était une autre question, mais avec ce qui arrive, la souveraineté énergétique, le nucléaire, je ne suis pas un fanat du nucléaire, mais quand même, il répond à ça. Et si on rajoute les ENR, ça sera d'autant plus positif. Les ENR produisant surtout en journée, quand on se dit que c'est sur du solaire, bon, après il y a aussi les éoliennes. Donc en fait en France, je pense que l'énergie, enfin le véhicule électrique sera bienvenu. Ça ne sera pas forcément le cas dans tous les pays. Donc je pense que chaque pays va avoir midi à sa porte par rapport à cette technologie. Voilà. Et la hausse que vous mentionniez là sur si justement on passait tout en électrique en termes de masse, c'est pour que les véhicules lourds ou aussi pour... Donc si on passait les 40 millions de véhicules particuliers, ça ferait une augmentation de 20% de la consommation électrique? Ouais. Ok. Ouais, c'est pas énorme. Ouais, c'est vrai que c'est pas énorme. But actually, I stayed nuclear. I think France is very favorable because, as you say, most what we expect is really charging overnight when it's almost free energy. But I actually stayed in the Radisson Hotel here, and this morning I looked down, and I didn't see one roof with sun panels. So obviously the most sustainable we can get is locally produced energy. And a lot of our customers are talking about that. Many have big depots, big roofs, big parking places. What could we do with that? They, of course, between the driving during the day when the sun is shining and charging overnight, there is some storage problems as such. But I mean, there is obviously an enormous potential in generating locally, and even we are starting to talking to some people. I think half the capacity of our trucks of the electricity will be remaining when they come back in the evening. So the peak hours, as you're talking about, can we supply energy to the net and then take back during the night? There will be a lot of smart solutions here coming that reducing and localizing the energy generation as such. And even what we have seen in the Ukraine war, obviously one of the most fearful moments was when they started to shoot at the nuclear plant. So even this big, from a security point of view, local generation would be the best, not only the most sustainable, but also the best from a security point of view. And all other energies, or most others, when we talk about oil and gas, etc., they come from countries that you maybe not want to trust. Peut-être pour Carrefour et Iveco, comme je pense qu'on a déjà pas mal répondu à cette question, je voudrais peut-être vous poser une autre question avant la fin, et peut-être qu'on aura le temps pour une ou deux questions de l'Assemblée, mais j'ai une question. Est-ce que là, avec toutes ces nouvelles énergies qui vont remplacer du coup les énergies fossiles, ça va apporter aussi beaucoup de changements, de renouvellement de flotte. Est-ce que vous pensez que ça va aussi, est-ce que ça augmente le coût du transport? Parce que d'un point de vue opérationnel, moi ce que je vois dans mon métier de tous les jours, la première question que les chargeurs me posent est combien ça va me coûter ça de réduire mes émissions? Est-ce que ça va me coûter plus cher si je passe, si j'arrête le diesel et je passe sur du biocarburant, de l'électrique, de l'hydrogène? Est-ce que vous pensez que cette grande décarbonisation du transport va aussi générer finalement une augmentation des coûts du transport de manière générale? Alors oui, malheureusement, les coûts de transport vont augmenter. Et sur l'ensemble des postes, l'énergie, on en a parlé largement, avec un gaz qui en quelques mois a été multiplié par 3, et on sait que le poste carburant dans le transport est important. Les coûts conducteurs aussi, parce qu'il ne faut pas qu'on oublie qu'on a une pénurie de conducteurs et que forcément les métiers de logistique urbaine attirent moins les conducteurs que de la ligne. Donc forcément la pénibilité, et c'est tout l'intérêt qu'on a eu pour la solution de Volta qui travaille l'ergonomie et l'accidentologie, donc ça c'est important. On a aussi le coût matériel qui augmente, alors parce que pénurie de matières premières, hausse des délais, et puis forcément les nouvelles technologies sont forcément plus chères. Donc oui, le coût de transport augmentera, et donc forcément le coût de la transition énergétique, mais c'est à mettre aussi en regard avec on va dire le bilan carbone.
parce que derrière, voilà, on a des technologies qui sont alors, on va dire, zéro carbone, zéro bruit, zéro particules fines, et ça se valorise. Ces externalités, aujourd'hui, elles sont importantes pour déjà respecter les riverains, hein, qui sont les premiers clients de nos magasins, forcément le cadre normatif des villes. Donc voilà, aujourd'hui, on sait que c'est à mettre en regard avec ça. Et puis, juste, je voulais toucher un petit mot sur cette souveraineté énergétique. Alors, nous, elle est importante, et c'était l'enjeu du biométhane, hein, comme le disait Clément, qui est une énergie locale, renouvelable et surtout non délocalisable. Le biométhane est produit à partir de déchets organiques, en partie ceux de nos magasins. Donc, c'est important, et on s'affranchit, enfin, plus ou moins en tout cas dans ce sourcing, des hausses du gaz. Donc ça sera un enjeu demain, notamment pour l'électrique et l'hydrogène, et ça sera aussi une énergie des territoires, parce qu'on n'aura pas de réseau a priori d'hydrogène, donc ça sera de la production locale et donc de la consommation locale. Donc on a un enjeu aussi de pouvoir impliquer les territoires dans cette transition et finalement voilà, pouvoir garantir entre guillemets cette souveraineté énergétique. Moi, je voulais donner un éclairage sur un petit peu la problématique des transporteurs, mais donc aussi des constructeurs, parce que malheureusement, il n'y a pas encore beaucoup d'entreprises qui vont de l'avant de manière aussi déterminée et constante que Carrefour. Carrefour a la plus grande flotte biométhane d'Europe, et Carrefour tient bon malgré la crise énergétique actuelle, donc il faut le souligner. L'augmentation du coût du transport, il est déjà à l'œuvre sans aucune transition énergétique. Ce matin, je lisais dans le train un rapport du CNR, c'est 20% en 12 mois. Donc c'est vraiment impressionnant. Et on est dans un milieu qui normalement est en concurrence extrême, et il n'existe pas, à l'instant où l'on parle de réglementation européenne, qui valorise économiquement les efforts que fait par exemple Carrefour ou un transporteur pour réduire ses émissions de CO2. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a quand même un problème, c'est que l'Europe a mis des objectifs sur les constructeurs, mais n'en a pas mis sur les clients des constructeurs. Et donc, ce qui fonctionne aujourd'hui fonctionne sur le bon vouloir d'entreprises pionnières et qui mettent très haut des engagements de responsabilité sociale comme Carrefour, mais c'est tout. Et ça, c'est quand même une sacrée ombre au tableau, parce que si les entreprises ne sont pas incitées à réduire leurs émissions de CO2, et c'est uniquement aux constructeurs de trouver des clients dans un écosystème qui ne valorise pas la baisse des émissions de CO2, ça peut vite se heurter à une impasse en fait. Parce qu'on est dans un monde, encore une fois, qui est fantastiquement concurrentiel. Et si vous transportez une marchandise de A à B pour 1 euro et que votre concurrent le fait pour 95 centimes, il a toutes les chances de passer dans la plupart des marchés. Et donc aujourd'hui, on a connu une transition énergétique grâce à une solution qui était économiquement performante. On n'aurait jamais pris 16 000 commandes en 2021 si on n'avait pas une solution économiquement performante. Et aujourd'hui, malheureusement, si on n'a plus de solution économiquement performante et que les règles de comptage du CO2 ne changent pas, on va avoir beaucoup de mal à tenir les objectifs de l'Europe. Donc je pense qu'il y a encore des efforts à faire, mais déjà prendre conscience que ça coûtera plus cher et l'accepter collectivement et politiquement, ce qui n'est pas encore tout à fait le cas aujourd'hui. Donc je pense qu'il y a vraiment besoin de courage politique. On va arriver à la fin de la conférence. Malheureusement, je crois qu'on ne va pas avoir le temps de prendre des questions dans l'Assemblée, mais ce que je vous propose, c'est de venir discuter avec nous directement et poser des questions aux personnes que vous voulez. Moi, petit mot de conclusion. Aujourd'hui, on a beaucoup parlé effectivement de changer d'énergie, mais finalement, j'ai envie de dire, le meilleur transport, c'est celui qu'on ne fait pas. Et il y a quand même encore beaucoup de choses qu'on peut faire pour éviter les distances parcourues aujourd'hui par le transport. Et je pense qu'il ne faut vraiment pas opposer les solutions. Les changements d'énergie, c'est vraiment un véritable enjeu, mais il y a encore beaucoup de choses qu'on peut faire aussi sur optimiser le transport tel qu'il est aujourd'hui, éviter les distances parcourues, optimiser les taux de chargement. L'idée, c'est vraiment de pas opposer les solutions, mais on va avoir besoin de tout, de toute façon, pour atteindre les objectifs. Mais aujourd'hui, en tout cas, on a un beau panel, en tout cas, sur comment est-ce qu'on va remplacer les énergies fossiles. Et donc voilà, si vous avez des questions, venez nous voir, on sera ravis d'y répondre. Merci à tous pour votre écoute, et puis à bientôt peut-être sur d'autres conférences. Merci.